Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. C'est toujours un bonheur en fait de vous rencontrer le samedi et le dimanche matin sur France 2. Ce matin, on va faire aussi une très belle rencontre avec un homme que vous connaissez. Il s'agit de Patrick Pelloux qui est avec nous. Il est urgentiste, c'est un homme engagé, c'est un militant et c'est un homme qui a beaucoup souffert. Il va nous parler de cette expérience d'être un survivant d'un attentat. Patrick Pelloux est avec nous ce matin sur le plateau de Théo Café. Bonjour Patrick. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes élégant. Vous êtes pareil, magnifique. Je vous embrasse. Quel beau samedi matin. N'est-ce pas? Voilà. Ça commence très très bien. Votre place est ici, dans ce Formidable. magnifique décor. Très bien. C'est vrai que nous allons parler d'actualité. Ouais. En début de semaine, il y a eu un attentat à Saint-Pétersbourg, un attentat qui a touché vraiment le cœur de la ville, le cœur du métro, avec des victimes, des morts, mais aussi des blessés. Ce n'est pas sans rappeler évidemment ce que vous avez vécu, c'était le 7 janvier 2015, et on va évoquer justement comment on peut se reconstruire après un tel traumatisme. L'instinct de vie, c'est votre livre. Vous savez, souvent lorsque l'on se rencontre, on dit « Alors, ça va toi ?» Ouais. Ça, c'est une question que vous ne voulez plus entendre. Ouais. Pendant un temps, après, de toute façon, c'est tellement une habitude de langage que voilà. Mais au départ, c'était très difficile. Je ne savais pas quoi répondre. Donc j'avais trouvé un subterfuge. Je répondais je tiens. Et je crois la plus belle question qu'on m'avait posée, en fait, qui avait changé, c'était un jour un ami qui m'avait dit. Alors, est-ce que tu es heureux aujourd'hui? C'est peut-être plus approprié que le ça va, en fait. Comment vous qualifiez la vie aujourd'hui, 2 ans plus tard? Belle. C'est bien de dire ça, parce que, en fait, on a tendance, surtout en cette période électorale, à dire que du mal du pays. Mais en fait, on se déprécie nous-mêmes. Or, on a un pays magnifique, avec un peuple vaillant et courageux, et ça doit rendre optimiste. Votre mère, qui était-elle? Elle était merveilleuse, elle s'est en allée au mois de temps. juillet, elle s'est en allée au mois de juillet, mais elle s'est en allée comme elle voulait. Elle nous avait demandé de ne jamais être institutionnalisée, qu'il n'y ait pas d'acharnement de fin de vie. Et vous l'avez aidée à partir? On l'a aidée à partir en ne faisant pas grand-chose et en la maintenant au plus près de ses enfants. Et elle souhaitait après être inhumée au cimetière de Saint-Jean-de-Luz, ce qu'on a fait, parce que ceci explique cela, j'ai la moitié de mon sang qui est basque, évidemment. Est-ce qu'elle était consciente de l'abîme que vous avez connu, vous? Non, elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc elle ne se rendait pas compte. Et c'était bien qu'elle ne se rende pas compte, d'ailleurs, c'était bien. Votre père était kinésithérapeute. Exactement. Ouais. Vous étiez le dernier d'une famille de 4 enfants. C'est un rôle à part? On est plus protégé? C'était l'époque de la fameuse méthode Ogino, hein, qui a permis de faire le baby. Donc vous n'avez pas été désiré, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'était pas qu'on n'était pas désiré, c'était comme ça. C'est une époque dont il faut se rappeler. Hein, l'émancipation des femmes, c'est justement la contraception, c'est le droit à l'avortement, et il faut continuer à porter ça. Hein. Dans des tas de pays, il n'y a pas encore la contraception. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent et encore d'actualité. Vous savez, avec ce qui nous arrive, en fait, on n'a jamais la certitude d'être dans la pérennité des choses. On croyait jusqu'en 2015 qu'il n'y aurait plus d'atmosphère guerrière en France. Nous y sommes. On pensait que l'Europe était sur une autoroute de facilité très solide. Elle se fissure avec le Brexit. Voilà, faut jamais avoir de certitude. Faut être attentif aux choses. Patrick, votre portrait, vous êtes d'accord pour venir un petit peu en arrière? Allez. Par Julie Mareuil. Super.
Patrick Pelloux, si vous êtes l'urgentiste le plus célèbre de France, ce n'est pas seulement grâce à vos talents de médecin, votre faconde ou votre bonne gueule, c'est aussi parce que vous êtes toujours en première ligne. Il est plus temps d'attendre des rapports et des promesses. Ce qu'on demande, c'est des actes. En première ligne pour défendre l'hôpital public depuis que vous avez créé l'association des médecins urgentistes il y a 20 ans. Quand on n'a plus assez de lits pour coucher des personnes de 90 ans, c'est ça le scandale. Vous dénoncez le manque de mains, de moyens et d'organisation. Comme vous pouvez entendre, c'est plus près du hall de gare que de la salle de soins. En première ligne encore lors de l'été 2003, le lanceur d'alerte de la canicule, c'est vous. Qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction Générale de la Santé? Ils se moquent de qui? Alors comme toute personne qui l'ouvre, le Pelloux agace. On appelle ça souvent la chasse au pelou. Révolté généreux pour les uns, trop médiatisé, trop grande gueule pour les autres, en 2008, vous êtes renvoyé des urgences et muté au SAMU. C'est le SAMU de Paris à l'appareil. À la régulation ou sur le terrain, on vous retrouve en première ligne pour sauver des vies. Et pour faire la fête, jamais le dernier. L'effet papillon. Et puis, il y a eu le 7 janvier 2015 et la tuerie de Charlie Hebdo. Vous, le médecin urgentiste, chroniqueur du journal et ami, arrivé le premier sur les lieux, au-delà de l'horreur, c'est la sidération. On est, à l'heure actuelle, tous sidérés. Mais on est debout. Au lendemain des attentats, vous devenez l'un des porte-voix de Charlie Hebdo, en tête du cortège et encore une fois en première ligne dans les médias. On aimerait se mettre dans notre coin, qu'on nous laisse tranquille. Mais on peut pas. En première ligne par devoir donc, pour continuer à défendre la liberté d'expression et la laïcité, ne jamais modérer son insolence, c'est aussi ça le docteur Pelloux. Comme dit Julie, est-ce que c'est pas épuisant d'être toujours en première ligne comme vous le faites? J'en sais rien. Voilà, vous le faites quoi? À l'instinct? À l'instinct, et puis voilà. Mais j'ai fait... ça fait 1 an que je m'étais mis un peu de côté, que je m'étais mis, comme je dis, dans mon coin, parce que j'en avais besoin. C'est pas un but en soi de passer dans les médias, ou c'est pas un but. Vous aimeriez que quelqu'un d'autre prenne la relève? Ah, au sein de la MUF, ouais. Ouais. On cherche. De votre syndicat? C'est du syndicat, oui. Ouais. Patrick, est-ce que la prise en charge des victimes d'attentats a évolué depuis complètement. Les attentats? Et ça, c'est merveilleux, voyez, parce que ça prouve qu'on a un système qui sait s'adapter, qui sait évoluer considérablement. C'est-à-dire que quand il y a eu les attentats, on s'est tous retrouvés face à des blessures par arme de guerre, où on n'était pas prêts. On n'était pas prêts, on ne savait pas. Et ben, en l'espace de 6 mois, on a reformé tout le monde. On a reformé tous les SAMU, tous les sapeurs-pompiers. Notamment les sapeurs-pompiers de Paris, ont créé des colonnes d'extraction pour aller très très vite chercher les victimes. Il y a tout un travail qui a été fait. Avec bonne volonté de la part de tout le monde? Mais tout le monde est vaillant. Nous avons un système héroïque. On n'est pas des héros, mais nous avons un système de santé héroïque. Nous avons c'est ça, j'adore cette vous voyez, il y a le bleu des forces de sécurité, de la police, de la gendarmerie, le blanc du SAMU et des urgences et le rouge des pompiers. Ça fait le drapeau tricolore. C'est quelque chose qu'on porte. Mais est-ce qu'on aurait pu aller plus vite? Vous savez, d'ailleurs, c'est la question que vous posez dans votre... Alors voilà, avec Dessy, c'est ce que je dis dans le livre, avec Dessy, en fait, ça n'a pas de sens. Parce qu'avec Dessy, on change tout. Sauf que la police est obligée de sécuriser les lieux. Non, alors c'est ça, là il y a un débat, c'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. On perd trop de temps et il faut évoluer de manière à... Je suis convaincu que la police doit évoluer de manière à sécuriser les lieux d'intervention des secours tout en opérant ces actions de sécurité. Or là, à l'heure actuelle, il y a à chaque fois, d'abord, on va pas se le cacher, il y a une véritable guerre des polices, ça a été redit dans le rapport parlementaire de Georges Fenech et de Pietrasanta. Donc il faudrait qu'ils arrêtent parce qu'il n'y a pas de guerre de police ou de gendarmerie à avoir parce qu'on est un et un seul et la modernité, elle est dans la coopération des choses. Et donc je crois que dans cette coopération, les secours doivent mieux travailler avec la police. Sur le modèle notamment israélien, où d'un coup ils vont chercher les victimes et tout le monde arrive, ils sécurisent le lieu, on prend la victime, on la ramène. Et on va vers ça, on tend vers ça? J'espère. C'est un combat, là, encore. Hein. C'est un combat, parce que les mentalités, oulala. La préfecture, la préfecture de police de Paris, c'est pas facile. Hein. Comme la PHP, je l'accorde. Quelle mesure, Patrick, vous attendez, vous, d'un nouveau président?
qu'est-ce que j'attends? J'attends Quelque chose de très précis. de très précis, et alors donc de très vaste, de très précis, c'est l'humanisation de notre société. Nous avons une société qui est beaucoup trop violente. Ça se voit au quotidien. Vous faites des enfants, c'est difficile de trouver une crèche. Vous avez des personnes âgées à maintenir à domicile, c'est difficile. Et je pense qu'il y a un... D'ailleurs, je ne l'entends pas du tout. Je ne m'intéresse pas à la campagne électorale, là, mais je ne l'entends pas du tout. Les rares fois où je vois les débats, etc., je ne l'entends pas. Cette humanisation de la société. Et c'est ça qui nous pèse. C'est pour ça que probablement c'est très violent. Vous avez qu'à voir les gens quand ils conduisent, comment ils sont violents, les incivilités, la violence qu'elles engendrent. Mais ce n'est pas propre à notre pays. Non, mais vous me demandez sur notre pays. Moi, je pense que c'est là. C'est ça, l'humanisation de notre société. Alors l'humanisation, elle passe peut-être aussi par la culture. Je sais que vous êtes très friand de culture. Ouais. Alors on a passé un moment avec vous. Ouais. Mm. Et vous avez choisi en fait de nous présenter un artiste qui fait du street art, c'est C215. Et puis on est allé, alors là, mais c'était vraiment pas neutre et c'est vraiment symbolique, sur une terrasse de café où là vous avez rencontré votre copain, acteur, réalisateur et Patrick Mille. Et c'est Julie de Mareuil et Anne-Rousse Leblanc qui vous ont accompagné. Merci. Patrick. Je vais rejoindre mon ami Patrick Mille, Jean mon frère. Comment allez-vous? Voilà. Ah, Voilà. formidable. Ouais, et moi j'ai un cadeau aussi, moi. Ah, ça, c'est bien. Ah, putain! Mais il est collector, Bah celui-là. ouais. On est assez dingue de Springsteen, quoi. Mais merci. On est fan numéro 1, 2 en France. 1 et 2, voilà. Patrick, c'est un frère de route. Et la route, des fois, elle est sinueuse. Elle est sinueuse, hein. Elle est musclée. Hein. Et des fois, la vache, qu'est-ce qu'on se prend dans la gueule? Heureusement qu'il était là. Ouais. Et d'autres, plein d'autres. Heureusement qu'ils étaient là, bien sûr. Ils m'ont supporté, ils m'ont porté pendant 2 ans. Ça fait des liens très forts. Pour moi, ma famille, c'est des amis très proches. C'est un instinct de troupe, en fait. Les gens on se regroupe et on reste soudés. En quoi il a changé, Patrick, depuis 2 ans? Ah, mais alors là, vous posez des questions, je vous jure, je peux pas répondre à ça, quoi. C'est trop intime. Oui. Bah, il a changé. Pas en mal. Pas en mal, voilà. Pas en mal. Il a pas mal changé. Il a pas mal changé. Là, on va chez mon ami C215, célèbre graffeur. Je suis devenu très fan de cette culture, de l'art, de la rue. Il faut vraiment s'y intéresser. Ça porte vraiment des choses de très grande valeur, quoi. Moi, j'aime bien. Oh, c'est une surprise. C'est le pendant d'une œuvre que j'avais réalisée sur les locaux de Charlie pour les tristes commémorations de cette année. Oh la vache. Ah, il est vachement bien. Je sais à qui je vais l'offrir. Vous n'allez pas le garder pour vous? Bah, je me vois mal avoir mon portrait chez moi, quoi. Ah ouais. Déjà que j'ai du mal à me voir dans une glace. L'art de la rue, c'est un art qui est très vivant, qui est très complexe à faire. C'est pas des gribouillis, quoi. Cette façon d'envahir l'espace, comme il fait, ça met de la couleur, ça met de la vie. Ça, c'est pour moi comme un logo. C'est vraiment une signature. Que ce chat-là, je l'ai peint dans toutes les villes, aussi bien New York, Moscou, Saint-Pétersbourg, Istanbul. Ça, c'est la symbolique des circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés. C'est le pochoir de Cabu. Christian était venu dans les locaux du SAMU et il m'a fait les pochoirs de mes amis sur mon mur. On a déjà peint ensemble, Patrick et moi, mais dans la rue, pour réaliser le portrait de Clarissa Jean-Philippe. Et c'est là où j'ai pu l'initier au maniement des bombes. Parce que non seulement il m'avait aidé, mais il a peint lui-même. Vous croyez à l'art curatif? Ah bah complètement. C'est une des choses qui porte. Hein. Moi, je vais m'isoler souvent dans les musées. Là? Ouais. On se sert de bombes, mais c'est des bombes de l'esthétique. La création, l'art, regarder un artiste travailler, ça fait des espaces de méditation. Moi, j'appelle ça des bulles de sérénité, c'est-à-dire que d'un coup, vous vous éloignez de vos tracas et puis vous vous concentrez sur quelque chose d'apaisant et de doux. Donc d'un coup, quelque part, le cerveau va se calmer par rapport notamment à l'objet traumatique, bien sûr. Il y a un moment, on quitte le réel. Hein. Je quitte le réel. Merci. Je vous en prie. Vous voyez qu'il a le bon geste. Hein, quand on aura marre, les urgences. Ouais.
Vous avez pu filmer la création d'une toile. C'est quelque chose de merveilleux, quoi. Drôlement beau. Ah, superbe. Qu'est-ce que c'est beau. Merci. C'est vachement bien. Ouais. Et Jean Monnet disait d'ailleurs, si c'était à refaire, je commencerais en fait par la culture. Ah oui. Oui, pour créer l'Europe. Ben oui, oui, oui. Et puis c'est ce qui dynamise les choses. On ne fait rien sans la culture. Vous êtes un artiste, vous contrariez ou raté? Non, nous, raté. Oui, c'est ça. Je suis un artiste raté. Non, mais je griffonnais, mais voilà, c'est que pour moi et c'est nul. Enfin, vous écrivez. Vous Voilà. avez mis du temps. Je dessine avec des mots. Pendant on va dire. un an, Hum. vous n'êtes pas parvenu en fait à coucher un mot sur un papier? J'ai eu besoin de prendre le large. Voilà. J'ai pris un bateau en pleine tempête et je suis sorti du port et puis je suis allé faire un tour. Vous racontez votre traumatisme et à travers votre témoignage, vous racontez évidemment aussi le traumatisme des autres, des survivants. Vous auriez dû être, on sait, ce jour-là à la conférence de rédaction, ce 7 janvier 2015. Qui est-ce qui vous a prévenu? C'est un graphiste du journal, Jean-Luc, qui en fait était sous une table et m'a appelé. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et il m'a dit, ils nous ont attaqués, ils nous ont tiré dessus, il faut que tu viennes. Voilà. Et c'était qui pour vous? Bah, il n'y Dans avait votre pas de esprit? nom, il n'y avait rien. C'était ça, c'est la cause, peu Vous avez importe. pensé à quelqu'un tout de suite? Vous avez pensé Non. que c'était un attentat terroriste? Un attentat, oui. Et violent, oui. Plus je montais l'escalier, plus il y avait de sang, et plus c'était difficile d'imaginer qu'il ne s'était rien passé, parce qu'on avait les témoignages des gens qui y étaient déjà et qui disaient que c'était... Voilà. Vous expliquez d'ailleurs dans le livre qu'à ce moment-là, vous arrivez sur le lieu, vous voyez ce carnage, et il y a une policière qui va vous donner la main. Ouais, je suis resté accroché, je ne sais pas combien de temps, mais plusieurs heures. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand il arrive aux gens un drame, il y a des mots en fait à pas prononcer. Il y a des trucs. De quel genre? Moi, j'avais entendu des gens me dire ça va aller, c'est rien, va falloir oublier. Des gens qui banalisaient. Qui banalisaient. Or, faut pas du tout banaliser. Et la seule présence est déjà quelque chose d'important. C'est-à-dire, faut pas hésiter. Moi, je suis resté très proche des tas d'amis. Il y en avait qui venaient à la maison, qui restaient là. On se disait rien, mais voilà, c'était compliqué. On peut être seul, mais accompagné. La solitude est, à mon avis, pas très recommandable parce que justement, il faut être aidé, notamment par des professionnels, par des psychiatres, des psychologues. C'est pour ça que les cellules d'urgence médico-psychologique se sont développées et font du très bon travail. Mais il faut rester proche de ses amis. Et il faut que les amis comprennent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi ou donner de mauvais conseils. Quand il y a un drame comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, on n'oubliera jamais. Donc comme on n'oubliera jamais, ça veut dire... Et c'est là où il y a la reconstruction. Et c'est pour ça que le mot résilience qui ne vous convient pas. Voilà, c'est pas un mot très bien choisi parce qu'on redeviendra jamais à l'état antérieur. En fait, c'est plus une renaissance, une reconstruction et surtout de bien dire qu'on n'oubliera jamais. Mais on va vivre avec. C'est ça que j'ai voulu dire dans le livre. Il y a, à mon avis, des méthodes et des choses pour vivre après un Alors vous évoquez aussi les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, les flashs paralysants. Et vous dites dans le livre, 10 minutes peut-être de sommeil et des cauchemars effroyables reviennent, des têtes qui roulent, des corps ensanglantés, tu essaies de remettre les têtes, de reconstruire les corps, tu n'y arrives pas. Plus d'une fois, j'ai tenté de remettre le cerveau de Charles dans sa tête, de réveiller Cabu, de masser Wolinski, de chercher les blessures d'Honoré, de Bernard Maris.
un véritable film d'horreur. Les victimes des attentats font toutes des cauchemars, ont toutes des flashs. Tu vis sans arrêt avec ces images épouvantables. L'épouvantable devient le quotidien. Et aujourd'hui, ils ont disparu. Donc ça, c'est bon signe, en fait. Ça prouve que ma mémoire traumatique est en train de se résoudre, que j'arrive à la vaincre. Les cauchemars ont disparu, sauf, c'est là mon handicap et ma singularité, quand d'un coup on travaille et quand d'un coup on a agi au niveau lors des attentats du 13 novembre 2015 et où d'un coup ça a recommencé parce qu'on réactive en fait la mémoire traumatique et ça recommence. Mais maintenant que je sais que ça recommence, je préviens par une petite médication en me disant attention, il risque de revenir. Donc, Le 13 novembre 2015, je me souviens des appels des victimes, de leur voix terrorisée, profonde et à l'écoute. Avec les permanenciers du SAMU, nous leur donnions des conseils pour rester cachés, pour garder les garrots, pour réchauffer les victimes. Le pire, c'était les appels pendant lesquels on entendait les tirs des terroristes. Oui. Je comprends que tout ça soit remonté et émergé de nouveau pour vous. Alors oui, alors il y a deux choses. Premièrement, j'avais conscience que c'était un attentat, mais surtout, en fait, le deuxième, c'est que je voulais être utile et sauver des gens. Donc du coup, avec les autres collègues au niveau du SAMU de Paris, on a tous travaillé. Vous avez des équipes d'une vaillance, d'un courage et d'un professionnalisme au SAMU de Paris qui sont vraiment exemplaires, comme les pompiers de Paris d'ailleurs. Et donc, d'un coup, tout le monde s'est mis comme un seul homme en ordre de bataille. Moi, je suis resté à l'arrière. J'avais peur d'être neutralisé si je voyais des choses. Mais par téléphone, c'était très difficile à entendre. Mais là encore, vous savez, il faut bien souligner le courage qu'ont eu des gens pour survivre, pour rester cachés. Certains nous appelaient, étaient cachés dans les faux plafonds au niveau du Bataclan. D'autres étaient cachés sous les corps. Sous les corps. Et après, on n'a pas voulu les laisser, parce qu'il y avait un concept sur la cellule d'urgence médico-psychologique qui était de dire, c'est les premières heures après les gens. Et on a combattu ça avec les équipes du SAMU de Paris en disant, mais non, faut qu'on leur tienne la main, faut qu'on les aide. Donc on est allé beaucoup plus loin, il y en a qu'on suit encore. Et quand les responsables du Bataclan, comme des cafés nous ont dit il faut qu'on rouvre, on a décidé d'accompagner particulièrement et on a accompagné les victimes dans ce rituel. Oui, début mars, d'ailleurs, pour moi c'est une révélation, je ne le savais pas. Début mars 2016, vous dites, donc 4 mois plus tard, 450 personnes vont se rendre sur les lieux sans caméra. Sans caméra. On les a cachés. Qui étaient ces personnes? On les a cachés des journalistes et des médias. On voulait quelque chose d'intime. Donc on l'a dit à personne, on a tout protégé. Donc ils sont rentrés au Bataclan. Ils sont rentrés avec nous. À chaque fois, il y avait un psychologue, un psychiatre qui les aidait. Et je suis sûr que là, il y a une modernité sur le fait d'accompagner les gens dans un rituel pour aller comprendre le lieu où il y a eu le drame. On a eu C'était la famille. Les familles, les victimes aussi. Hein. Et on les a accompagnés, on les a pas lâchés. J'ai vu des scènes qui étaient difficiles avec... C'est un père et une mère qui sont venus se recueillir et qui avaient le dossier d'instruction avec les photos de leur enfant qui avait été assassiné et qui avaient besoin de venir pour déposer des feuilles d'un arbre qu'ils avaient planté là où il avait été donc ils ont cherché le lieu précis. Oui, et c'est des gros trucs, hein, parce que d'un coup, la maman qui est arrivée, qui a dit « oui, je le sens, c'est là où il est mort ». Voilà. C'est des trucs... Mais là encore, c'est la vaillance et le courage, et sans haine. Hein, ça rejoint le fameux livre « Vous n'aurez pas ma haine », sans haine. C'est-à-dire que les gens, il n'y avait pas de haine. Vous êtes totalement défavorable, en fait, à ce qu'on appelle la déradicalisation. Enfin, vous n'y croyez pas. Ça ne marche pas du tout, la déradicalisation. Non, mais ça, c'est vous le dites haut et fort. Pourquoi? Parce que je pense que ce sont des criminels, d'accord, mais des criminels de guerre. Je pense que ce qu'ils commettent, ce sont des crimes contre l'humanité. Le radicalisme islamiste, c'est un fascisme, d'accord. Et je pense que de toute façon, quand la Syrie sera libérée, on verra qu'ils ont commis des charniers, des exécutions de masse. Donc ça sera un nazisme.
il faut le combattre et croire. Alors, il y a eu des analyses de fait récemment encore, parce que j'ai saisi Marisol Touraine il y a 3 mois en lui disant qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils vont ceux qui vont rentrer, comment est-ce qu'on fait, etc. Donc, ils ont essayé de faire des réunions, mais les psychiatres disent mais on ne peut pas psychiatriser des criminels de guerre, c'est impossible. Donc, la radicalisation... Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Il faut les mettre en prison. Les prisons sont faites pour ça. Il faut les mettre en prison, c'est là où c'est compliqué. Il faut, en étant en prison, vous êtes favorable, vous, pour une justice d'exception? De toute façon, il y a une justice d'exception. Nous sommes en guerre. Donc moi, je suis pour, de toute façon, qu'il soit neutralisé, comme on dit. Jusqu'à la peine de mort? C'est la neutralisation de la guerre. C'est-à-dire que des gens qui seraient susceptibles en Syrie de tuer d'autres Français et de revenir, il vaut mieux les neutraliser avant qu'ils reviennent. Je ne sais pas comment on fera. Neutraliser, ça veut dire tuer? Les tuer, bien sûr. C'est ce qui se passe, c'est la guerre. Et je préfère qu'ils soient tués en Syrie plutôt que de revenir en France et tuer et de faire des massacres dans des salles de spectacle. Il y a un moment... Et s'ils reviennent en France, on les tue aussi? Non, ça s'appelle la prison. Ça s'appelle la prison. On ne peut pas déroger au droit en France. Et la peine capitale n'existe pas. Mais il faut les garder en prison. Et les centres de déradicalisation ne fonctionnent pas, ni au Danemark, ni ailleurs. On ne sait pas faire. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait que davantage les musulmans, les personnes de confession musulmane, prennent la parole? Ah oui. C'est-à-dire, il faut faire naître... Bon, moi, je suis complètement athée, mais leur religion, elle a besoin de se moderniser. Ils ne peuvent pas laisser le radicalisme islamiste se développer. On le voit avec des imams qui font des prêches totalement délirants dans des mosquées. Il y a plein de mosquées qui ont été récemment fermées. Les frères musulmans et les salafistes, il faut les combattre. Mais c'est à cette religion-là, sous le chapeau de la laïcité, elle doit se moderniser. Ils ne peuvent pas rester avec Mais il faut qu'ils fassent le ménage. Mais comme la religion catholique a fait le ménage et essaye de garder à bonne distance de la réflexion le radicalisme catholique, bien qu'on sent qu'il revient actuellement de manière très active dans la campagne de M. Fillon. Mais il faut combattre le radicalisme religieux sous toutes ses formes. En s'exprimant. Cette photo des femmes musulmanes, vous savez, sur le pont de Westminster, vous l'avez vue Eh bien ça contribue au fait qu'il y a la contestation sur l'acte terroriste. Et ça, je crois que c'est important. Ça, c'est important. Patrick Pelloux, sur qui vous avez pu compter durant tous ces mois? Vous avez des amis, mais est-ce que les amis s'éloignent quand on vit un tel choc? Oui, il y en a qui ça fait peur, donc il y en a qui s'éloignent. Ils sont éloignés. L'amitié n'est pas un chemin, n'est pas un chemin constant. Donc il y en a qui ont eu peur. Il y en a qui ont eu peur. Donc voilà. Mais ceux pour qui on compte et ceux avec qui sont présents sont restés vraiment sont vraiment très importants. Et puis vous avez tous ceux qui m'ont accompagné quand d'un coup je suis allé faire du yoga, je suis allé faire du sport. C'est très important. Il y en a un, lui, qui se tourne beaucoup vers la nature. Il a dû aussi vous aider dans ce sens-là, c'est Alain Baraton. Ah oui, vous l'avez? Alain Baraton, on l'a, oui. J'aime beaucoup l'expression. On a Alain Baraton, c'est le grand jardinier de Versailles. Et c'est un homme qui vous est très fidèle. Ah oui, et il témoigne son amitié à vous, Patrick. Merci. C'est un grand sentimental. C'est un homme qui est capable de rire de choses terribles. Il est habitué à voir des scènes épouvantables, mais il est d'une sensibilité à fleur de peau. Il s'est développé physiquement tout à fait normalement jusqu'à aujourd'hui, mais son cerveau est resté bloqué à 17-18 ans. En fait, c'est un adolescent dans un corps d'homme qui a des pensées d'adolescent, qui vit comme un adolescent, qui rit et qui pleure comme un adolescent. C'est un gamin, en fait, mais doué, compétent et intelligent.
Moi, j'ai des souvenirs fabuleux de soirées à la maison. Je l'ai entendu chanter avec Charb à 2h du matin en moto dans le parc de Versailles de nuit. À 1 kilomètre, je les entendais encore rigoler. C'est un souvenir qui ne me quittera jamais. Ceux qui le connaissent bien se sont rendus compte qu'il est parfois devenu peut-être plus sombre, que le rire qui fait la joie de ceux qui le fréquentent n'est plus un rire comme autrefois. On a même parfois de l'inquiétude quand on le regarde, on s'inquiète pour sa santé. On pense qu'il doit parfois broyer du noir. Et je disais que c'était un adolescent. Ben, je crois qu'il l'est redevenu peut-être encore davantage, et il a plus que jamais besoin d'être aimé. 1 an après les attentats de Charlie Hebdo, jour pour jour, avec Patrick, nous avons planté dans le parc de Versailles un chêne à la mémoire de Charb et à la mémoire des victimes de Charlie Hebdo. Et j'en parle pour la première fois parce qu'il ne souhaitait pas accompagner cette action de publicité. Sous ce chêne, dont l'emplacement est tenu secret pour éviter la bêtise, le vandalisme, la vengeance ou je ne sais quoi, eh bien, il a été enfoui, mais solidement pacté, la collection quasi complète de Charlie Hebdo. Le tout vraiment sous film plastique. Et c'est vrai que l'idée que cet arbre grandisse et que dans 200 ou 300 ans, en se soulevant peut-être après une tempête, il découvre la collection complète de ces journaux et donc faire connaître aux générations qui vont suivre ce qu'était Charlie Hebdo, ne peut pas ne pas, je veux dire, provoquer chez Patrick et chez moi une certaine forme d'émotion. Ah, super. Merci Alain Baraton. Ah, merci, D'ailleurs, je merci. recommande Le Camélia de ma mère. C'est votre nouvelle parution, c'est chez Grasset. Un livre qui s'offre comme un bouquet de fleurs. C'est un très joli livre. C'est formidable cette information que nous n'avions pas. On l'avait tenu secret. Tous les numéros sont sous l'arbre. Ouais. On y était allé avec Éric Porto et Marika de Charlie Hebdo. Et en fait, on a mis l'arbre à quelques mètres de là où on avait passé une soirée mémorable dont Alain vient de parler. Et on a fait ça, on était 5, ils ont planté vraiment très symbolique. Un chêne et dessous, pour les générations futures, on a emballé tous les Charlie. En janvier, alors là, vous nous avez surpris, mais vous nous surprenez souvent. Oui. Vous avez défilé, tel un mannequin. Ah, mais oui. C'était la collection Agnès B. Pourquoi vous avez accepté? Parce qu'Agnès B est une amie, c'est une femme merveilleuse que j'aime. Et en fait, on a fait ça pour se marrer. Et elle a dit, je fais défiler. Elle voulait casser elle voulait casser les critères des mannequins. Donc, elle a pris un obèse. Oh. Voilà, alors on voulait voir ce que vous pouviez nous faire là sur. Regardez, on a un magnifique tapis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Habituellement, on vous voit. Oh là là. Ouais. Habituellement, on vous voit avec plutôt un blouson. Alors, on va retirer la veste. Vous allez mettre le blouson. Ah, c'est drôle. Ouais. Il est beau ce blouson. Il est très beau, oui. Mais c'est celui de notre réalisateur. Alors, vous n'allez pas pouvoir le piquer, désolé. Voilà. Il sent fort. Voilà. Ah, il se lave rarement. Très bien. Ah, mais il est chouette, il est vachement bien. Ça. Oui, il est très bien. Oui. Voilà. Alors, vous prenez, je sais pas, un truc comme ça et vous nous le faites, là. Un petit défilé. Ce que vous voulez, hein. Ce que vous voulez. Moi, je vous regarde. On vous regarde tous, d'ailleurs. Voilà. Patrick Pelou. C'est un métier, hein. Mannequin. C'est un métier, hein. Mannequin. Après, il faut tourner comme ça. Voilà, très bien. Tourner comme ça. Parfait. Et hop, je monte là. Voilà, jusqu'au bout. Et ça, c'est Agnès qui m'a fait faire ça. Et alors, Agnès, et alors, elle vous avait donné des indications? Très peu, parce qu'elle est très rigolote, donc on s'est retrouvés à quelques potes à faire ça. Mais il n'y avait rien de prétentieux, on a fait ça vraiment pour se marrer, mais surtout casser les codes des défilés, c'est ce que Agnès a voulu. Alors vous savez, comme vous avez un petit pompon, je vais le toucher, le pompon. Ben, vous savez que... Celui-là, hein, pas l'autre. Je vous en prie, mais il porte bonheur ce pompon. C'est comme les marins. Ouais. Après ce tête-à-tête, Patrick, je vous emmène 2 ados. 2 ados avec vous, Patrick Pelou, et des réponses du tac au tac. Un travers dont vous aimeriez vous débarrasser? Le goût pour les sucreries. Votre dernière gueule de bois? Hier.
Qu'est-ce qui est le plus insupportable lorsque l'on partage votre vie? Ma capacité à mettre en désordre une pièce en moins de 10 minutes. Votre plus grand moment de solitude? C'est quand je suis fatigué et que je ne trouve plus de sens à rien. Ça arrive souvent, ça entraîne que d'un coup, je m'effondre un petit peu. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Ah oui, on y a pensé. Quand tu as passé à l'acte, non. Ça, bien sûr que non. Mais y penser, oui, bien sûr. À quelle occasion mentez-vous? Souvent avec les patients en fin de vie. C'est surtout ça, en fait. C'est là où, en fait, on dit que... J'ai récemment, à Saint-Jean-de-Luz, ma tante que j'aimais énormément, qui est décédée il y a un mois. Elle était en fin de vie et, en fait, justement, avec un peu mon métier, elle voulait absolument le voir et je lui ai dit que ça allait, qu'elle allait s'en remettre, qu'elle allait guérir, etc. Sachant que c'était pas vrai. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner des yeux? Les scènes de violence, hein, maintenant. Hein. J'y arrive plus. Les films trop violents, et je trouve qu'il y a trop de violence d'ailleurs, mais j'y arrive plus en fait. Vous n'avez plus de batterie sur votre smartphone, quelle est votre réaction? Oh, je m'en fous. Je m'en fous parce que je pense qu'on est trop dépendant maintenant de ces machines en fait. Est-ce que vous auriez aimé naître femme? Oh oui. Bon, je suis quelque part une femme. Voilà. Oui, quelque part, on est des êtres humains avant tout. Ça n'aurait rien changé. J'aurais pu revendiquer encore plus mon côté féministe. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Généralement, ses mains. Je trouve que les mains, c'est ce qui parle le plus, c'est ce qui ouvre le plus, en fait. Et chez une femme? Bah, les mains aussi. Voilà. et si elle a des boucles d'oreilles, je trouve que c'est le truc de la féminité, ce sont les boucles d'oreilles. Ouais. Jaloux. Ouais. Moi, je vais en mettre. Exactement. Est-ce que vous avez déjà eu recours au service d'une prostituée? Non. Quelle est la musique qui vous rend joyeux? Là, actuellement, j'ai une fâcheuse tendance à écouter 21 Pilots. Oui. Trace. Yes. On le savait. Ils sont formidables, hein. Vous les avez déjà vus sur scène? Je les ai vus sur scène quand ils sont venus au Zénith au mois de novembre. Ouais. C'était formidable, tu avais un espèce de melting pot de gens. J'aime beaucoup les concerts. Ça m'a fait penser au concert d'Indochine au Stade de France où tu avais un monde fou et tout le monde se mélange. C'est joyeux. Ouais, mais faut vraiment aller... dans les salles de spectacle, il faut sortir, En fait, voilà, la conclusion de l'émission, c'est qu'il faut cultiver son côté artistique et éteindre les télévisions après cette émission. Ouf. Je voudrais aussi vous offrir les 100 photos d'Yann Arthus Bertrand pour la liberté de la presse. Ça, c'est très important, bien évidemment. Vous savez le nombre de journalistes qui meurent chaque année dans le monde avec de très très belles photos. Évidemment, c'est au bénéfice donc de cette liberté de Reporters sans frontières, bien évidemment. Super. Je vous l'offre. C'est génial. Merci beaucoup. Vous partez en Italie là bientôt? Ouais. À la Villa Médicis. Voilà, on va écrire. Vous allez écrire. Bon, vous saluez tout le monde. D'accord. Tous les Français d'Italie. D'accord. Je voulais aussi saluer l'artiste qui est exposé sur le plateau de Thé au Café ce matin. Il s'agit d'une femme. Son nom, c'est Mad C. Elle expose à la galerie Brugier-Rigaille, 40 rue Volta à Paris dans le 3e. Mad C, c'est une jeune artiste allemande issue de la scène internationale du street art,
le street art que vous aimez tant, Patrick. Ces toiles présentent un mélange entre les techniques de peinture acrylique, aérosol, aquarelle, associées à un patchwork textile, Matze, qui est très connu d'ailleurs en Allemagne. Notamment, elle a réalisé une longue fresque de 600 mètres à Berlin. Merci à elle d'avoir exposé sur le plateau de Thé au Café. Demain, c'est aussi quelqu'un qui a un profil un peu similaire. Et il est académicien, lui. Hein. Je ne le serai jamais. Veux-tu ? Tout est possible. C'est Jean-Christophe Ruffin, que vous ne connaissez pas, m'avez-vous dit. Bon. Mais j'admire beaucoup. Mais bien sûr, vous regarderez l'émission. Je pense qu'on apprendra beaucoup aussi. Lui, il est très, très tourné, évidemment, vers la géopolitique. C'est un ancien ambassadeur, notamment à Dakar. Et puis, on évoquera aussi son dernier ouvrage, son dernier roman, plein d'aventures, une grande fresque historique. Portez-vous bien. On va faire un petit selfie pour terminer. L'émission, elle est rediffusée dans la nuit. Vous pouvez la revoir aussi sur plus.fr pendant une semaine. Et puis, matin, midi et soir. 2 fois par jour. Ah, ça, c'est votre ordonnance. Ça, c'est tout le temps. Super. Le running gag. D'accord. Une gélule de thé au café le matin, le midi et le soir. D'accord. Allez, on se retrouve demain pour un nouveau Thé au Café à 7h. Merci de votre confiance et de votre fidélité. À bientôt, Patrick. Au revoir. Bonne heure à vous. Fri